En direct. Avez-vous déjà eu le même problème que moi? C'est-à-dire que la plupart des immeubles qu'on achète, c'est des immeubles qui vont être usagés, de vieux immeubles qu'on doit faire inspecter. On n'a pas la chance d'aller derrière les murs, sous la fondation, dans le sol, pour savoir exactement ce qui se passe. Donc, il y a toujours un risque à prendre. Moi, de mon côté, ça a été un frein au début de ma carrière. Pourquoi? Parce qu'il y avait un côté de moi qui connaissait pas ce- cette facette-là de l'immobilier, c'est-à-dire les vices cachés. Donc, ça me ralentissait dans mes investissements immobiliers. Et puis, c'était difficile pour moi de pouvoir faire un offre. Pourquoi? Parce que je ne savais pas c'était quoi la procédure si j'avais un problème avec ça. Je ne sais pas si toi, ça t'est arrivé de dire je vais laisser tomber un deal parce que j'ai pas assez d'informations, parce que je ne peux pas contrôler cette facette-là. Bien, ce soir, on a Brian Lane qui va venir nous démystifier comment ça fonctionne, les vices cachés. Brian, c'est un avocat d'affaires, c'est un plaideur, un négociateur. Il a développé une boutique cabinet de premier plan dans le secteur du droit des affaires, du droit immobilier, de la construction, les litiges, les résolutions de conflits. Puis c'est un spécialiste en vices cachés. Brian, bienvenue. Merci Quand je vie d'un investisseur immobilier. Merci beaucoup, Jocelyn. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es une sommité, un spécialiste, on entend parler de toi partout à propos des vices cachés? Sommité, je remercie. Avant de dire sommité, j'aurais tendance. Je connais beaucoup les vices cachés. C'est un domaine qui m'intéresse beaucoup. Moi, j'ai commencé ma carrière dans un grand cabinet d'avocats, Stikeman Elliott. J'ai travaillé là pendant plusieurs années. En fait, j'ai toujours été quelqu'un qui était probablement prédestiné vers l'immobilier. Mon père était constructeur, il avait une compagnie de construction. Mhm. J'ai marié une notaire, puis aujourd'hui, je pratique en droit immobilier. Et je suis également à la tête d'un cabinet de notaire. Puis j'ai également été investisseur immobilier très jeune. J'ai acheté mon premier immeuble quand j'étais à l'université de Sherbrooke avec mon bon ami Tommy Archambault. Ah oui? On avait acheté, oui, moi et Tommy, Super. on avait acheté notre premier immeuble ensemble. Les mordus connaissent bien Tommy. Qui est un spécialiste en financement immobilier, qui Exactement. par ailleurs est un avocat, Ouais. qui est membre du barreau, puis qui a développé vraiment une expertise de Une passion, pointe. je pense. Là. Absolument. Une expertise, mais aussi une passion. En financement immobilier multirésidentiel, financement de construction, financement intérimaire, c'est le courtier le plus hot à Montréal présentement. Donc, essentiellement, j'ai terminé mon baccalauréat en droit. J'ai fini en droit à Sherbrooke en 2003. Mhm. J'ai commencé ma carrière dans un grand cabinet chez Stikeman Elliott, où j'ai travaillé pendant quelques années en immobilier transactionnel. Good. J'ai travaillé dans un autre grand cabinet. Puis à un moment donné, j'ai eu l'opportunité, en fait, de me lancer en affaires. Je me suis lancé en affaires sur un coup de tête. En fait, souvent, c'est comme avoir des enfants. Tu le prévois pas, tu veux le faire, tu veux, mais tu n'es jamais prête. Puis à un moment donné, je me suis lancé en 2006. J'étais tout seul. Donc, ça fait déjà 12 ans. Ça fait déjà 12 ans. J'ai parti seul à l'époque. Je m'étais loué un bureau dans un centre d'affaires. Puis, petit à petit, le bureau a grandi. Puis aujourd'hui, Lane s'est rendu une équipe de 5 avocats et plus qu'une dizaine d'employés. Puis puis également avec Blanchard Lupien, on est une trentaine de personnes. Blanchard Lupien qui est... Un cabinet de notaire, en fait, une étude de notaire. La particularité, c'est que depuis l'été dernier, en plus d'être à la tête de Lane, je suis maintenant l'associé principal et l'associé directeur de l'étude de notaire Blanchard Lupien, qui est une des études de notaire les plus importantes dans la région de Montréal. Blanchard Lupien, c'est une vingtaine d'employés, dont 5 notaires. C'est un cabinet, en fait, une firme qui existe depuis plus de 40 ans. Fait que, essentiellement, j'ai toujours cru en la complémentarité entre les avocats et les notaires. Mais en immobilier, c'est un must, là, surtout Ouais. quand on arrive dans les grosses transactions. Là. Absolument. Puis on le voit de plus en plus, on commence à voir des avocats et des notaires travailler ensemble. Ici, sur la Rive-Sud, par exemple, on a de Chantal Damour-Fortier qui a fait une entente où s'est associé ou a mergé avec le cabinet Hardy Tétro Goyette. Sauvé-Lauzon, la même chose. Ils ont des notaires à l'interne. Fait que c'est ça. Fait que finalement, Blanchard Lupien, en fait, c'est une firme en fait qui a ses bureaux à Blainville et à Laval. Les bureaux de Lane sont évidemment à Laval et à Blainville. Notre bureau principal pour Lane est à Laval, Blainville pour Blanchard Lupien. Puis essentiellement, au niveau immobilier, avec Blanchard Lupien, on offre des services en matière de transactions immobilières,
refinancement. D'ailleurs, on est un des seuls bureaux de notaire qui peut faire des transactions jusqu'à concurrence là, de 20 millions en matière de vente et financement à cause qu'on a l'assurance excédentaire. Ça prend l'assurance exprès. Fait que tout ça étant qu'aujourd'hui, Lane et Blanchard-Lupien, on est rendu une trentaine de personnes, dont 5 avocats et 5 notaires. Parfait. Avant de passer à ta mission, je vais juste rappeler les règles du jeu. Donc, super simple, la gang. On a un spécialiste dans un domaine d'immobilier très précis. Dans ce cas-ci, on parle de vices cachés, de droit des affaires, de droit immobilier. Donc, si vous avez des questions, préparez vos questions, commencez à les envoyer. On a Alexandra qui est à Régie ce soir qui va me partager ça. Puis, on va pouvoir répondre en direct à vos questions afin qu'on ait le meilleur reach possible. Si c'est possible pour vous, partagez, taguez un ami, partagez sur vos pages professionnelles. Ça va être super apprécié de votre part. Le jeu est super facile. Vous dites d'où vous venez, vous nous posez vos questions, puis on tente d'y répondre le plus rapidement possible. Soyez précis dans vos questions. On vous remercie. Donc, c'est quoi qui est important pour vous, votre mission en tant qu'individu là, au sein du cabinet? Tu sais, moi, notre mission comme avocat, quand que tu décides de faire la profession qu'on fait, c'est d'aider les gens. Exact. C'est pas l'argent qui te motive, c'est d'abord et avant tout d'être passionné de ce que tu fais. Même si tu parles à un joueur de hockey, au-delà de l'argent, c'est la passion, la passion de la game. Fait que tu sais, moi j'ai toujours, en fait je suis chanceux parce que c'est un domaine en fait que j'adore. Puis moi j'ai toujours eu une passion pour l'immobilier. Puis petit à petit, en fait, j'ai commencé en immobilier transactionnel. Puis j'ai toujours eu un côté un petit peu théâtral, j'ai toujours aimé le volet litige, fait qu'aujourd'hui, je fais les deux. Je fais des transactions et du litige en matière de droit immobilier, plus particulièrement en matière de recours pour vices cachés. Aujourd'hui, je peux dire qu'avec le temps, avec les années, ça fait plus qu'une dizaine d'années que je fais de façon intensive et quasi quotidienne du vice caché. Aujourd'hui, on a développé, pas juste moi, mais aussi le cabinet maintenant, une expertise de pointe en matière de recours pour vices cachés. Parfait. Tantôt, tu nous parlais qu'après ton droit, c'était naturel d'aller vers l'immobilier à cause de ta famille, tes racines. Tu as investi rapidement en immobilier quand tu étais jeune. Est-ce que tu as encore le temps d'investir? Je le fais. J'ai pas le temps de m'en occuper. Oui, plus en gestion. C'est plus en gestion. Mais je crois plus passif ou tu es encore propriétaire? Je suis encore propriétaire d'immeubles. Okay. Je crois en immobilier. Ça m'a vraiment permis. Moi, j'ai commencé à 23 ans à acheter des immeubles. J'avais 23 ans quand j'ai acheté mon premier immeuble avec Tommy d'ailleurs, puis après j'ai continué. Tommy également a continué de son côté. Puis j'ai toujours cru à l'immobilier parce que c'est un des meilleurs véhicules de placement qui permet là, de se constituer une capitalisation personnelle, une fortune personnelle. Puis ça m'a permis plusieurs années plus tard de faire certains moves qui m'ont rapporté beaucoup au niveau là, de d'autres investissements ou encore de mon entreprise. Ça m'a aidé à développer le cabinet aujourd'hui. En affaires, on n'a comme pas le choix d'avoir un peu d'immobilier parce que c'est ça le leverage qui va te permettre de faire avancer en cas de pépin ou quoi que ce soit. Là. Absolument. Puis, en tant qu'avocat, quel est le type de clientèle que vous recherchez? Là? C'est qui la clientèle chez Lane Avocat? Bien, en fait, chez nous, on a beaucoup, en fait, au niveau vice caché, au niveau droit immobilier, on représente beaucoup d'individus, des entreprises, mais on représente des propriétaires d'immeubles, évidemment, qui sont impliqués dans des recours pour vices cachés. On représente des entreprises dans le domaine de la construction. Les victimes ou les gens qui défendent? Les deux? Les deux. Les gens qui sont impliqués comme demandeurs, les gens qui découvrent des vices cachés ou encore les gens qui se font poursuivre. Parfait. On a également une clientèle d'assureurs. On travaille avec des agences immobilières. On travaille avec des promoteurs, des investisseurs immobiliers, des prêteurs. En matière de vices cachés, je reviens par exemple aux vices cachés. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que les gens ne l'imaginent pas, mais il y a beaucoup de gens, les gens ne savent pas, mais il y a beaucoup de gens qui peuvent être impliqués dans un recours pour vices cachés. Au-delà de l'acheteur et le vendeur, les assureurs peuvent être impliqués en matière de vices cachés, les assureurs responsabilité. En fait, tu pourrais ne jamais avoir été propriétaire d'un immeuble et hériter à titre d'héritier d'un de tes oncles qui est décédé, puis que quelques années avant son décès, il a vendu sa propriété, puis que dans sa propriété, il fait l'objet de vices cachés, puis tu peux être poursuivi, alors que tu as vécu toute ta vie dans un logement, mais que tu as hérité de ton oncle qui, lui, a vendu.
Tu peux être impliqué dans un recours pour vice caché quand tu es un entrepreneur, un sous-entrepreneur dans le domaine de la construction. Donc, on représente là, une grande variété d'intervenants là, dans le domaine de l'immobilier, là, en commençant par les promoteurs, les constructeurs, les entrepreneurs, les propriétaires d'immeubles, industriels, commerciaux, résidentiels et surtout aussi la copropriété. Puis il y a une autre chose, on représente également des syndicats de copropriété. Ah, OK, oui, c'est important. Parce qu'en matière de c'est de plus en plus présent. Là, ben oui, puis en matière de vices cachés, les gens qui ont des situations où il y a des vices cachés en matière de copropriété, il y a des règles particulières qui s'appliquent. Juste pour ce type de bâtiment-là. Absolument. OK. Puis, des cabinets d'avocats qui se spécialisent en immobilier, en construction, il y en a beaucoup. Qu'est-ce qui différencie le vote? L'approche? Bien, en fait, notre objectif, c'est la qualité de notre travail. Moi, j'ai été formé dans un grand cabinet, un excellent cabinet, en fait, dont le nom est Stikeman Elliott, où ça a été, selon moi, la meilleure école, où j'ai appris à la dure. Ce qui nous différencie, en fait, c'est notre dévouement envers nos clients, notre structure, notre organisation, la qualité de notre travail, puis le fait qu'on donne l'heure juste. Nous, en fait, notre créneau, en fait, c'est de conseiller nos clients de façon objective, pas indépendante. En fait, c'est simple. Si un client vient nous voir, un client m'expose son dossier, puis je n'y crois pas, je me place dans la position dans laquelle je serais si j'étais juge. Si un client ne me convainc pas du bien fondé de son recours, je ne serais pas capable d'aller plaider son dossier devant un juge. Puis je pense que des fois, le plus grand service qu'on peut rendre à des clients, c'est de leur donner leur juste, au même titre que j'aimerais qu'un médecin, même si je suis prêt à lui donner 150 000 pour qu'il m'opère, me dise « Écoute, Brian, tu sais quoi, même si tu me donnes 150 000, même si je te réserve une salle d'ordre, ça ne changera rien. » Ça ne marchera pas, oui. C'est important, ça, d'avoir une belle relation comme ça avec son avocat. Bien, c'est une question d'éthique, c'est une question de valeur, c'est une question d'intégrité. Souvent, ces réseaux sociaux, je vous entends dire, donner leur juste à ses clients. Donner leur juste, en fait, c'est de ne pas émettre une opinion complaisante. Tu viens me voir, par exemple, avec un dossier. Tu me dis, Brian, écoute, j'ai découvert des vices cachés. On regarde ton rapport d'inspection pré-achat. Puis je dis, écoute, Jocelyn, je vois ici que tu as des recommandations qui t'ont été formulées par ton inspecteur pré-achat de faire des expertises plus poussées. Est-ce que tu les as fait? Non, Brian. Pourquoi? Ben, écoute, j'avais un coup de cœur. Écoute, ça, c'est un élément. Tu sais, de donner leur juste. L'immobilier puis le coup de cœur, ça va pas ensemble. Absolument. Tu as beau aimer la brique, elle te le rendra jamais. Absolument, absolument. Je pense que de donner leur juste, c'est de donner son opinion de façon directe, de façon respectueuse, faire preuve d'empathie. La relation, c'est important. Il faut écouter, mais en même temps, il ne faut pas se gêner aussi de donner leur juste à son client, puis de lui donner le fond de notre pensée professionnelle. Quand on n'y croit pas, je pense que des fois, le meilleur conseil parfois qu'on peut donner à son client, c'est de lui faire comprendre que dans certaines situations, la judiciarisation d'un recours n'est peut-être pas l'option à préconiser quand on sait combien peuvent coûter les frais d'avocat par rapport aux chances de succès. Fait que je pense que donner leur juste, c'est donner, en fait, c'est de s'assurer que le client soit au courant, de donner le fond de sa pensée, sans fil et sans complaisance. OK. Puis, à part le droit immobilier, c'est quoi les autres champs de pratique dans votre bureau d'avocat? Bien évidemment, avec Blanchard Lupien, on a nos notaires qui offrent des services en matière de transactions immobilières, testament, mandat, droit de la personne, droit de la famille également. Souvent, les gens ne le savent pas, mais les notaires peuvent maintenant faire des divorces non contestés. Ce qu'on offre. Oui. Puis, dans le fond, c'est un divorce à l'amiable. Un divorce à l'amiable, exactement. C'est possible donc de divorcer sans avocat. C'est une bonne chose. C'est vrai. C'est une bonne chose. Parfois, il y a des gens qui aiment mieux voir des avocats dans leur bureau que de voir parfois, il y a des gens qui aiment mieux voir des notaires dans leur bureau que des avocats. Des fois, ils ont moins peur. Mais nous, au niveau de Lane, en plus du droit immobilier, on fait du droit des affaires. Quand on parle de droit des affaires, c'est incorporation, vente d'actions, vente d'actifs, rédaction de contrats, rédaction de conventions d'indivision. Vous achetez un immeuble, on s'achète un immeuble ensemble. On rédige une convention d'indivision qui est comme l'équivalent d'une convention d'actionnaire, mais entre copropriétaires d'un immeuble. Tu sais, par exemple, on achète un immeuble, c'est important de prévoir des clauses comme qu'est-ce qui se passe s'il faut mettre de l'argent
qu'est-ce qui se passe si on a besoin de faire un cash call puis je ne suis pas capable de suivre? Qu'est-ce qui se passe dans cette situation-là? On fait également du litige civil et commercial. On fait également du recouvrement institutionnel, bancaire, commercial. Ouais. On a une première question. Oui. On y va tout de suite. Bonsoir, William Poulain-Lard de Québec. Quelles sont les limitations du recours en vice caché malgré la clause vendue sans garantie légale au risque et péril de l'acheteur quand on a un futur recours? Donc, si on a acheté, vendu sans garantie légale au risque et péril de l'acheteur, puis là, on se rend compte qu'il y a un vice caché. Bon. Il y a deux choses l'une. La garantie légale, c'est quoi son nom? William, la garantie légale de qualité, en fait, ce que c'est. Premièrement, quand on vend sans garantie légale, c'est que j'exclus la garantie légale par laquelle je te garantis que le bien que je te vends est exempt de vices qui le rendent impropre à un usage raisonnable auquel tu peux légitimement t'attendre. Okay. Puis ça, ce que ça veut dire, c'est que, Jocelyn, je te vends un crayon. En te vendant un crayon, je te garantis que le bien est exempt de vices qui peuvent t'empêcher de l'utiliser selon les attentes légitimes que tu pouvais avoir par rapport au crayon que tu m'achètes. Parfait. Fait que si je l'achète puis je suis pas capable de sortir la mine, c'est pas un vice caché. Si le crayon ne peut pas servir aussi, là évidemment en matière de crayon, c'est un peu étiré comme exemple, mais si le crayon ne peut pas servir à l'usage, si le crayon est affecté d'un vice qui t'empêche de l'utiliser conformément à ce que tu pouvais légitimement t'attendre, ben, la garantie légale vient dire que la garantie légale ne vient pas dire que le bien va être exempt de vice. La garantie légale vient dire que le bien va être exempt de tout vice qui est susceptible d'empêcher l'usage normal du bien pour lequel un acheteur prudent et diligent peut raisonnablement s'attendre. Ce que ça veut dire, c'est qu'un vice n'est pas automatiquement un vice couvert par la garantie légale de qualité. C'est juste un petit wrap-up théorique, William, pour que je puisse répondre à ta question. Pour être dans une situation de vice caché, le vice, donc la problématique, doit respecter 4 conditions. Le vice doit être inconnu de l'acheteur, existant au moment de la vente, grave et caché. Fait que ça, ce que ça veut dire, en fait, c'est que même si je ne suis pas au courant du fait que le bien que je te vends est affecté d'un vice qui va nuire à l'usage raisonnable auquel tu peux légitimement t'attendre, je vais être quand même tenu de la garantie légale de qualité. Sauf que je peux, si je suis un vendeur non professionnel, donc si je ne suis pas un vendeur comme un entrepreneur en construction qui vend des maisons dans le cadre de ses activités habituelles, je peux décider dans le cadre d'une vente d'exclure ma garantie. Ce que ça signifie essentiellement, c'est que si tu découvres un vice, après avoir fait l'acquisition du bien que je t'ai vendu, puis tu me dis, écoute Brian, j'ai un vice, je me suis rendu compte que le vice respecte les 4 conditions pour que la garantie légale s'applique, à l'effet qui était inconnu de ta part, existant au moment de la vente, grave, puis caché. Ben, caché, est-ce que c'est un meuble de vente ou c'est... On va revenir là-dessus parce que ça va être... C'est différent, hein? Ça risque d'être... Ben, caché, en fait, c'est qu'il ne pouvait pas être découvert par un acheteur prudent et diligent. Donc, il y a un banc de neige sur la fondation, il y a une craque... Chaque cas est un cas d'espèce. Chaque cas est un cas d'espèce. Fait que, essentiellement, si la garantie légale a été exclue, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, William, le fait de vendre sans garantie ne vient pas faire en sorte que tu ne seras jamais poursuivi si jamais tu fais défaut ou si jamais tu induis ton acheteur en erreur sur un élément déterminant qui aurait eu un impact sur son consentement d'acheter ou non le bien s'il avait été mis au courant du vice en question. Donc, je te donne un exemple. Je paye pour un plombier il y a 6 mois. Le plombier me dit ton égout, ben, elle va être à changer bientôt. Il y a un sérieux problème. Puis là, je dis bon, ben, au lieu de la changer, je suis au courant de ça. Je vends comme ça, puis je ne le déclare pas. C'est un vice caché, j'étais au courant. C'est un vice caché. Mais je te donne un exemple. Disons que je te vends une maison sans garantie légale de qualité. Okay? Puis je te dis, écoute, Jocelyn, voici, j'ai un 8 logements, je te le vends sans garantie. Puis, quelques semaines avant la vente, je fais défaut. Je suis au courant que l'immeuble est affecté d'un problème grave de fondation puis de structure. Puis quelques semaines avant de vendre l'immeuble, je décide littéralement de le patcher,
puis de refaire le crépi, puis de faire des travaux cosmétiques, littéralement pour dissimuler tout signe qui pourrait t'amener à soupçonner l'existence d'un problème. Fait que moi, je te vends l'immeuble, je te le vends sans garantie. Tu découvres que l'immeuble est affecté d'un vice grave que tu n'as pas pu découvrir avant la vente, même si tu l'as inspecté, mais tu réalises que j'étais au courant. Là, c'est différent, c'est que bien que la garantie légale ait été exclue, ça ne veut pas dire que même si la garantie a été exclue, je suis quand même dans une situation où, à titre de vendeur, je peux être responsable des dommages qui peuvent découler de mon défaut de t'avoir induit, de t'avoir divulgué des éléments déterminants au niveau du bien. Fait que ça veut dire qu'en matière de vente, ça veut dire que si tu induis, si tu fais défaut en fait, la garantie légale de qualité ne vient pas te protéger contre contre une faute intentionnelle que tu pourrais commettre lorsque tu induis ton acheteur en erreur. Par exemple, je te vends un 8 logements, puis le 8 logements, ben, je fais littéralement défaut de divulguer des éléments que je suis au courant, mais que tu ne peux pas découvrir, ou je t'induis littéralement en erreur. Même si la garantie légale ne s'applique pas, je vais quand même encourir ma responsabilité en vertu des règles générales du contrat, ce qu'on appelle communément le dol. Puis ce qui est intéressant, c'est que quand on parle du dol, ben le dol peut toucher non seulement des éléments qui peuvent constituer des vices cachés couverts par la garantie légale de qualité, mais le dol, quand je parle d'éléments qui peuvent avoir un impact déterminant au niveau de ton consentement à transiger ou non avec moi, ça peut être un élément qui n'a pas d'impact, qui n'a pas d'incidence sur l'usage physique du bien, mais qui peut, si tu l'avais su, avoir fait en sorte que tu ne l'aurais pas acheté. Comme un suicide. Un suicide, quand on y pense, si tu rentres dans une propriété puis que je suis au courant qu'il y a eu un suicide ou une mort violente dans la propriété, puis je ne te le dis pas, ou encore tu me le demandes, puis je t'induis en erreur, mais je te vends sans garantie, techniquement, la survenance d'un événement tragique comme celui-là peut avoir une incidence au niveau de la valeur d'un immeuble. Je comprends. Puis ça aurait pu t'influencer ou ça aurait J'aurais pu décider de dire, moi, je ne veux pas aller dans cet immeuble-là. Absolument. Fait que, justement, grosso modo, même si on vend, le message que je veux que vous compreniez, c'est que même si tu vends sans garantie, le fait de vendre sans garantie ne constitue pas un permis pour induire ton acheteur en erreur. J'aime ça dit comme ça. Puis comme la Cour d'appel l'avait mentionné en 1992, les relations entre un vendeur et un acheteur ne doivent pas constituer un jeu de cache-cache. Puis essentiellement, au-delà de la garantie légale de qualité, il existe des règles plus générales par lesquelles les parties ont une obligation, un vendeur a une obligation d'information envers son acheteur. Je comprends. Puis ça dépasse... Donc, c'est pour ça aussi que la fameuse divulgation a été mise en place. Exactement. Puis pour s'assurer que si tu ne le divulgues pas, tout a été prévu là-dedans. Je pense à 7 pages, c'est incroyable. Le formulaire de DV. Puis ce qui est intéressant aussi quand on transige avec des courtiers, puis je ne veux pas être complaisant en disant que parce que vous faites affaire avec des courtiers, vous n'aurez pas de vice caché, puis que si vous faites affaire ils avec... vont au moins le divulguer. Mais par contre, ce qui est vraiment l'avantage de travailler avec des courtiers, puis ce que j'aime, c'est que la loi sur le courtage, puis plus particulièrement le règlement sur la déontologie des courtiers, prévoit des obligations de divulgation au niveau des courtiers, non seulement à l'égard de leurs clients, mais à l'égard de toutes les parties impliquées dans une transaction. Puis c'est ça qui est intéressant, c'est qu'un courtier ne peut pas se réfugier derrière sa loyauté envers son client, puis faire défaut de divulguer à l'autre partie des éléments dont il est au courant, puis qui devraient être connus par l'autre partie. Vraiment intéressant. J'espère que ça t'a éclairé. William, si vous avez des questions, n'oubliez pas de les poser, c'est le temps. On est déjà rendu au milieu de l'entrevue. On a Johnny Claude. Johnny Claude qui dit, est-ce que c'est bon d'acheter en reprise de finances alors? Parce qu'on sait que les banques vont toujours inscrire. Est-ce que tu conseillerais aux clients d'aller... c'est quoi le truc que tu conseillerais? Tu sais, je comprends qu'aller en reprise de finances... Premièrement, je ne suis pas courtier, puis c'est pas à moi de dire c'est bon ou c'est pas bon. Une banque peut exclure sa garantie, la garantie parce que la banque ne sera pas considérée comme un vendeur professionnel. Ça fait pas partie du cadre de ses opérations. Elle est obligée de faire ça pour protéger sa créance. Exactement. Tu sais, si par exemple un prêteur institutionnel ou privé
reprend une propriété puis avance sans garantie, puis que l'acheteur découvre des vices cachés, l'acheteur ne peut pas demander, peut pas invoquer l'inopposabilité de l'exclusion de garantie au motif que la banque est Parfait. un vendeur professionnel. Dans ce cas-là, si Johnny décide d'acheter quand même, Mhm. qu'est-ce que tu lui proposes de faire pour se protéger le plus possible? La première chose, quand une banque vend, c'est sans garantie légale. Première chose que je ferai, quand on achète sans garantie, je souscrirai à une police d'assurance titre immobilière. Parfait. Police d'assurance titre immobilière pour les Qu'est-ce que ça va investisseurs. venir faire? Essentiellement, là, ça protège tout risque qui peut affecter le droit de propriété d'un propriétaire dans son immeuble. Essentiellement, ça te couvre contre des risques ou des problématiques qui peuvent affecter ton immeuble et qu'un notaire ou un avocat pourrait ne pas constater, ne pourrait ne pas être en mesure de constater dans le cadre de son due diligence préalable ou pourrait omettre de le faire. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça te couvre contre certains risques qu'un notaire pourrait ne pas voir. Je te donne un exemple, tu achètes un 8 logements, tu as un logement qui n'est pas conforme, il peut arriver des situations où est-ce que, puis je l'ai vu là, dans des cas, j'ai eu un client qui avait acheté une propriété, il avait acheté un 4 logements, puis le 4 logements, il y avait un des 4 logements qui n'était pas conforme. 2 ans après avoir fait l'acquisition, sinistre dans le sous-sol, les 3 et demi où le sous-sol avait été inondé. Ben, j'ai un cas comme ça exactement. À la ville, j'ai un duplex que je possède depuis 13 ans, 12 ans. Puis là, la ville me revient en me disant, Monsieur Grégoire, votre logement, il n'est pas légal. Si tu avais as-tu une police d'assurance titre? Non, pas d'assurance titre. C'est une reprise que j'ai rachetée. OK. Par contre, j'arrive à prouver qu'ils m'ont fait charger 2 logements toute Absolument. ma vie. Fait Mais que c'est là, je leur ai justement- redonné le compte de taxe. Je vais soit vous me rembourser ou soit vous... Bonne chance. Mais pour de vrai, ils ont juste laissé tomber le dossier. Écoute, tu es chanceux parce que la taxation ne lie pas l'urbanisme. OK? Fait que je te donne un exemple. Tu achètes par exemple un immeuble, comme dans un cas que je disais, l'acheteur avait acheté un immeuble, un 4, puis il s'était rendu compte que l'immeuble c'était pas un 4, c'était un 3. L'assurance titre avait couvert ce risque-là. Évidemment, chaque cas est un cas d'espèce. Il peut arriver des situations où il y a des risques qui peuvent être normalement couverts que l'assureur peut décider d'exclure. Mais pour revenir à ma recommandation générale, quand on achète une reprise de finances, primo, moi je recommande de prendre une police d'assurance titre. Notamment, ça te permet aussi, c'est la seule assurance à l'heure actuelle sur le marché qui permet de protéger pleinement un propriétaire d'immeuble contre la fraude immobilière. Parfait. Ça, la fraude immobilière, by the way, Oui, ça arrive souvent, plus souvent qu'on pense. Hein? ouais. L'autre affaire, c'est qu'une fois que tu as pris une police d'assurance titre, fais ton due diligence. Vérifie avec la ville. Va voir, fais le maximum de vérification parce que contrairement à quand tu achètes une propriété d'un vendeur normal, avec garantie, tu n'as pas de garantie. Fait que ne lésine pas sur le due diligence puis les vérifications que tu peux faire. Évidemment, il y a une réalité, c'est que les délais sont plus serrés, puis des fois, il y a beaucoup de compétiteurs ou il y a beaucoup d'offrants pour la même propriété. Mais la seule chose que je peux dire, c'est faites votre due diligence, puis assurez-vous de faire les expertises nécessaires. Pour la fameuse assurance titre, j'ai une question. Ouais. Disons que je suis propriétaire, je reprends un immeuble, j'achète sans garantie légale, je prends une assurance titre. Donc, je deviens propriétaire de l'immeuble, je l'entretiens, je le manage pendant quelques mois, je le revends à quelqu'un d'autre. C'est pas transférable. Cette personne-là a un problème. Elle revient contre moi 10 ans plus tard. Est-ce que mon assurance titre est toujours valide? En principe, c'est ce qu'on appelle la couverture post-policy. OK. Je te donne un exemple exact. Ben, dans ton exemple, par exemple, tu achètes l'immeuble, tu prends une police d'assurance titre. Imagine ton immeuble, ton duplex. Ouais. Tu achètes ton immeuble dans reprise de finances. Tu prends une police d'assurance titre. Tu l'exploites comme un 2 portes. Tout est beau. Tu me le vends. Puis toi, tu as pris une police d'assurance titre. Moi, je décide de ne pas prendre de police d'assurance titre. Pour moi, tout est beau. Tu me le vends avec garantie. Garantie légale, by the way, il y en a 3. Il n'y a pas juste la garantie légale de qualité. Il y a la garantie légale du droit de propriété puis la garantie de délivrance. Il y a 3 types de garanties légales. Fait que la garantie, en passant, les non-conformités, c'est pas la garantie légale de qualité. Ça, c'est une autre garantie. Mais je reviens dans mon cas. Je découvre un problème. En fait, l'immeuble n'est pas conforme parce que justement, je reçois l'avis de la ville. Puis, contrairement à ton exemple, à ta situation à toi, la ville ne veut rien savoir. Puis, elle veut absolument que je démolisse mon logement non conforme. Donc là, toi, ton immeuble vaut moins cher, tu me poursuis. Mais là, dans cette situation-là, qu'est-ce que tu ferais normalement? Ben, tu as acheté d'une banque sans garantie, fait que tu ne peux pas te retourner contre ton vendeur. Fait que techniquement, tu es au bas. Parce que
à titre de vendeur, tu m'as vendu avec la garantie légale de qualité du droit de Et propriété. ça ne devient pas un vice caché? C'est pas un vice caché couvert par la garantie légale de qualité, OK. mais là, on est dans une situation qui est couverte par une autre garantie, qui est la garantie contre les violations à l'égard des limitations de droit public. OK. En langage simple, là, c'est la garantie contre les non-conformités. Fait que là, ce qui arrive, c'est que j'ai juste à démontrer qu'au moment où tu m'as vendu une propriété, la non-conformité existait et qu'il n'y avait pas d'éléments qui pouvaient m'amener à soupçonner que l'immeuble n'était pas conforme. Mais si tu avais pris une police d'assurance titre, même si tu n'es plus propriétaire de l'immeuble, à ce moment-là, tu peux faire une réclamation d'assurance à ton assureur et si ce risque-là n'a pas été spécifiquement exclu, tu pourrais être couvert. Au même titre que si toi, par exemple, tu ne savais pas, tu décides de ne pas faire de claim. Moi, je découvre qu'un Donc, problème. moi, je ne peux pas laisser aller ça. En tant que propriétaire, là, la ville a décidé de laisser aller. Si elle revient dans 4 ans et elle n'a pas mis mon immeuble conforme, je ne peux pas dire, ben, achalez-moi pas. Puis, Écoute, je ne peux pas répondre sur un dossier que je ne connais pas. c'est difficile un peu. Mais mais en principe, mon rôle à moi, c'est de rectifier la situation. C'est de m'assurer que la ville va dire oui ou non. En principe. Mais là, ce qui est intéressant aussi en matière d'assurance titre, c'est que si moi, j'ai acheté de toi, mais toi, tu as pris une police, mais tu décides de ne pas faire de claim parce que tu ne savais pas que l'assureur couvrait ça. Je peux renvoyer ça à l'autre en arrêt de moi. Mais moi, je pourrais faire une réclamation à ton propre assureur. Dire, hey, Jocelyn, je t'envoie une mise en demeure. On prend des procédures, je prends des procédures, je demande une diminution du prix de vente. Puis je dis, hey, Jocelyn, t'avais-tu une police d'assurance titre? Oui. Telle compagnie, je fais une réclamation. Je pourrais également aller contre l'assureur qui t'avait assuré. Donc, si ton vendeur est sans le sou, tu peux aller voir directement son assureur. D'où l'avantage, lorsque, même en matière de recours pour vice caché, je demande souvent, je vais demander régulièrement, lorsque les cas s'y prêtent, je vais demander aux vendeurs qui sont poursuivis de nous indiquer le nom de leur assureur responsabilité civile. Parce que des fois, il peut y avoir matière à couverture en vertu de la police la police responsabilité civile. Ouais. Parce que dans une police habitation, tu as 2 volets. Tu as le bien qui est assuré, la maison, mais tu as le volet assurance responsabilité civile d'1 ou 2 millions. J'ai une bonne question ici de Curly qui nous dit quel est le délai de prescription dans le cas d'un vice caché? Est-ce qu'il y en a un? Il est caché, il ne peut pas en avoir? Il y avait une décision qui a été rendue par la Cour d'appel en 2016. C'est Dupuis contre Leblanc. Sur la rive sud, un immeuble multilogement. Regarde bien ça. Le vendeur qui avait été poursuivi, l'immeuble avait été construit, en fait le vendeur, l'immeuble datait de 1979. Okay. Il a vendu en fait, le vendeur avait c'est ça, le vendeur avait fait construire un immeuble locatif dans les années 70. Il a vendu en 1979 à une compagnie qui a été dissoute par la suite, qui, elle, a revendu en 1982 à un acheteur qui, lui, a découvert en 2006 une problématique de pyrite. Okay. En 2009, il a décidé de prendre un recours contre le vendeur antérieur, qui, lui, avait vendu en 1979. Puis en 2016, la Cour d'appel est venue confirmer que le vendeur qui avait vendu en 1979 et qui avait été poursuivi en 2009 pour un vice qui avait été découvert en 2006 devait payer à l'acheteur qui avait acheté en 1982 un montant de plusieurs centaines de milliers de dollars. Ce qu'on doit comprendre, c'est que la garantie légale de qualité, comme un juge a déjà mentionné, ça s'éteint progressivement avec le temps. C'est-à-dire que la garantie légale de qualité, c'est pas une garantie valeur à neuf. C'est sûr qu'après 50 ans, si tu chiales, ton drain français n'est plus bon. Exactement. On s'attend que c'est la valeur, c'est la durée de vie utile. Exactement. Exactement. Fait que la garantie légale de qualité ne couvre pas le vieillissement normal et la vétusté d'une composante. Sauf que, comme tu dis, un drain français, ça dure 40, 50 ans. Une fondation, ça va durer 100, 150 ans, puis des fois 175 ans, dépendamment du type de fondation. Fait que ce qu'on doit comprendre, c'est que c'est possible que vous puissiez être poursuivi pour un vice caché plusieurs années après que vous ayez vendu l'immeuble. Fait que ce qui est important, les délais, en fait, au niveau de la prescription, c'est que
de deux choses l'une. Lorsqu'on découvre un vice, on a deux délais à respecter. On a l'obligation, lorsqu'on découvre un vice qu'on pense être un vice caché couvert par la garantie légale de qualité, on doit le dénoncer dans un délai raisonnable. Fait que ça, c'est du cas par cas. Le rule of thumb, c'est entre 6... La règle du pouce, c'est entre 6 à 11 mois. The sooner, the better. Puis par la suite, vous devez entreprendre votre recours pour vice caché dans les 3 ans de la découverte. Mais il faut faire attention. Des fois, on peut être dans une situation où le vice respecte les 4 conditions que tu as un vice inconnu de l'acheteur, existant au moment de la vente, grave puis caché. Mais le problème, c'est que ton drain, qui est la cause des infiltrations d'eau, est vétuste. Fait que par conséquent, en appliquant une dépréciation, il peut y arriver des situations où ce que le vice, en fait, est un vice caché, mais que l'acheteur ne peut pas prétendre à une diminution du prix de vente parce que le bien est vétuste, puis la garantie légale de qualité ne couvre pas la vétusté du bien, donc une dépréciation totale doit s'appliquer. On a Anthony Dupalo qui dit, on a parlé un petit peu tantôt, là, mais juste pour clarifier, là, qu'est-ce qui arrive si le vendeur aussi n'était pas au courant du vice caché? Ça ne change rien. Ça ne change rien. Qu'il Ça sache change qu'il ne rien. sache pas, il y a un vice caché au moment qu'il vend, Absolument. c'est son problème. Exactement. Quand on vend avec garantie légale de qualité, tu garantis que la maison, en fait, tu garantis que le bien peut servir à un usage raisonnable auquel l'acheteur peut légitimement s'attendre. Tu ne garantis pas que le bien est exempt de vice. Tu garantis que le bien est exempt de vice qui entraîne ce qu'on appelle en droit un déficit d'usage, donc un empêchement d'utiliser le bien physiquement. Fait que, essentiellement, quoi la question du... Anthony il dit, s'il n'est pas au courant du vice caché, on peut le poursuivre quand même. Exactement. Fait que ce que ça veut dire, c'est que le fait qu'un vendeur prétende que le bien, qu'il n'était pas au courant, c'est pas un motif de défense. Lui, s'il dit, c'est pas moi, c'est le gars d'en avant qui a bâti ça, change le gars rien. d'en arrière, Écoute, lui pourra après ça poursuivre ce il gars-là. peut se retourner. Fait que moi, je te poursuis toi tu poursuis Alexandra, le En garantie. qui l'a vendu. Mais moi, par exemple, je pourrais aussi... Moi, j'achète une propriété que tu as possédée pendant 1 mois. OK. Tu n'étais pas du tout au courant. Exact. Tu as acheté un condo, tu as acheté une maison, puis tu décides de la revendre parce que la Rive-Nord, c'est pas fait pour toi. Tu reviens sur la Rive-Sud, tu me vends la propriété, problème de structure, puis je te poursuis. Toi, Là, normalement... ça ne s'applique pas si c'est un flip. Pardon? Si je fais un flip, ça ne s'applique plus. Là. Mais ça dépend. Il faut Parce faire que là, attention. Je fais Si la tu- business de vendre une Ah propriété. ben là, il faut faire attention. Faut faire attention. Si tu me vends tu fais un flip, puis que tu es considéré comme un vendeur professionnel, ton exclusion... Un flip, si ta décision, c'est d'acheter cet immeuble-là, la rénover et la revendre, tu es un vendeur professionnel automatique. Ça dépend, c'est du cas par cas. OK. Il faut que ce soit ton activité habituelle, puis c'est vraiment une question de cas par cas. C'est vraiment une question de cas par cas. Donc, si c'était mon premier flip, je pourrais m'en sortir. C'est possible. C'est possible. C'est OK. possible. C'est Parfait. possible. Good. Mais essentiellement, ce qu'on doit comprendre, c'est que si moi j'achète un immeuble de toi que tu as possédé pendant 1 mois, tu ne peux pas invoquer ton ignorance pour te soustraire à ton obligation. Je devrais si tu l'as connaître mon vendu. produit. Non, c'est pas que tu dois connaître ton produit, c'est que tu garantis que le bien peut servir à l'usage auquel je peux légitimement m'attendre. Il faut faire attention. L'usage auquel je peux légitimement m'attendre va dépendre du type de bien que tu vas me vendre. Fait que je ne peux pas avoir les mêmes attentes si je fais l'acquisition d'une maison centenaire que si je fais l'acquisition d'une maison neuve. C'est sûr. Fait que si par exemple j'achète une maison de toi que tu as possédée pendant 1 mois, tu pourrais te retourner contre ta vendeuse, Alexandra, qui a possédé l'immeuble pendant peut-être 10 ans, pendant 15 ans. Mais je Et elle pourrais pourrait même... faire la même chose avec Oui, elle. mais moi je pourrais également décider Aller direct à la source. contre toi Et elle. et elle. OK. Donc, si je ne suis pas solvable, au moins, tu fais une procédure. puis t'en as deux. Absolument. Fait que l'idéal, c'est d'aller chercher le plus loin possible dans la chaîne de titre puis mettre tout le monde ou ça coûte trop cher? Essentiellement, c'est le point, c'est de mettre au dossier l'ensemble des parties qui sont susceptibles d'être impliquées dans le dossier dès le départ. De ne pas parce que tirer tu pour ne travailleras tirer. pas 2 fois. Exactement. Puis l'autre chose, Parce c'est... que je gagne contre toi ou tu gagnes contre moi, j'ai pas un sou. Puis là, tu es obligé de recommencer contre Alexandra, puis elle n'a Exact. pas un sou, puis tu recommences une 3e fois, tu vas être payé dans 10 ans. Puis il faut, si je décide d'aller contre Alexandra, qui t'a vendu un immeuble que tu m'as revendu, il faut que les 4 conditions pour... Donc, elle n'était pas au courant. Oui, Ah, je suis pas beau. le vice est Le existant au vice moment de est la vente. existant, OK. Grave,
Oui, grave. Puis parce l'autre, tu le sais, l'autre, c'est vis que ça soit caché. caché. Parfait. Bon. Donc, le grave est vraiment important. Je ne peux pas arriver et dire le tapis est usé, le tapis a décollé, le tapis a déchiré. Ou encore, je te donne un exemple. Tu me vends une maison, je te dis, écoute, Jocelyn, mon beau-frère est venu en fin de semaine, là, puis mon drain français, il n'est pas code. OK? C'est pas grave qu'il soit pas code. Oui, c'est pas code. OK. Mais qu'est-ce que ça fait? Ah oui, puis en passant, Jocelyn, la maison de 1950 là, que tu m'as vendue là, est mal isolée ou il n'y a pas d'isolation. OK, Brian, mais ça fait 5 ans que tu habites dans la maison. Est-ce que tu es vivable ou vous promenez avec des sous de skidoo dans la maison? Fait qu'une simple non-conformité qui n'est pas accompagnée d'un empêchement d'utiliser le bien physiquement ne sera pas considérée comme un vice caché couvert par la garantie légale de qualité. Je comprends. Le temps avance vite. On avait des conseils à faire ABC. Donc, pour prévenir un vice caché, c'est quoi le conseil pour le prévenir? On a parlé un petit peu, là, mais si tu donnais un conseil là, pour prévenir un vice caché. Premièrement, pour les vendeurs, même moi je le fais. Donc, en tant que vendeur, on peut aussi prévenir ça, de ne pas se faire poursuivre dans le futur avec un vice caché. Absolument. Pourquoi? Parce que... Tu divulgues tout? Ben, je divulgue tout, mais moi, là, je te vends ma maison, puis tu reviens dans ma propriété, tu ne fais pas d'inspection, puis il y a manifestement certains signes qui auraient dû ou qui devaient t'alerter à l'effet que potentiellement il y avait un problème, puis tu aurais peut-être dû aller plus loin, mais tu n'as pas de rapport d'inspection. Donc, des traces d'humidité, des fissures dans le béton. Fait que toi, tu achètes ta propriété, puis tu me dis, Brian, c'est caché. Je te dis, écoute, Jocelyn, c'était évident. Tu aurais dû t'en rendre compte. Mon expert me l'a dit. On n'a pas de rapport d'inspection pré-achat. C'est difficile de faire la preuve d'avoir une photo de la propriété au moment de la vente. Exact. Faites une inspection. Les vendeurs, là, ça va vous coûter une coupe de 100$. Même moi, je l'ai faite personnellement. Faites l'inspection vous-même. Une inspection pré-vente. Puis donnez-la à votre acheteur. Puis ça, souvent, là, je trouve que ça serait important. Souvent, le vendeur va dire non, je veux mon inspecteur. Mais ça démontre dans ta mise en marché que tu as fait ce que tu avais à faire. Absolument. Ton rapport de périte, ton rapport d'inspection, ton test d'air, c'est la mise en marché. Tu vas vendre ton immeuble 3, 4, 500 000. Bien, pourquoi tu ne dépenserais pas 400-500 $ 3-4 fois pour avoir ces rapports-là d'avance puis bien mettre en marché ton immeuble? Je pense que c'est important. Fait que l'autre chose, l'inspection pré-vente, puis divulguer tout élément qui est susceptible d'affecter objectivement la valeur de l'immeuble. Ça, c'est pour les vendeurs. Les acheteurs, premièrement, retenez les services d'un inspecteur pré-achat. Lésinez pas. Puis faites affaire avec une firme reconnue qui possède une assurance responsabilité, erreur et omission. Faire attention à en souvent vigueur. Les inspecteurs, ils ont un rapport de 40 pages, dont 22 pages pour se protéger de ne pas jamais se faire poursuivre parce qu'ils n'ont pas regardé comme il faut. Exactement. Fait qu'il faut vraiment faire attention. Il y a trop de firmes, je pense, d'inspecteurs au Québec, puis ils sont pas assez bien contrôlés. Il faut vraiment vérifier. Si c'est possible de faire affaire avec des inspecteurs ingénieurs, ils ont l'ordre des ingénieurs, probablement là, que sont un petit peu plus... Je suis pas prêt à dire ça. Ah Une inspection pré-achat, premièrement, c'est pas une expertise. C'est une paire d'yeux indépendants qui font une inspection visuelle et sommaire du bien. C'est pas une expertise, c'est pas la même chose, mais je veux pas nécessairement catégoriser ou hiérarchiser les experts dans le domaine de l'inspection pré-achat, mais je recommande de faire affaire avec un inspecteur qui a une assurance en vigueur. Puis n'hésitez pas à demander la preuve de l'assurance. Copie. Oui, absolument. Parce que si l'inspecteur fait une faute professionnelle, puis vous le poursuivez, puis il y a une coquille vide, bien, vous pouvez vous retourner potentiellement contre son assureur. Ça, c'est la première chose. Si l'inspecteur vous recommande de faire des vérifications plus poussées en raison de signes ou d'indices qui l'amènent à soupçonner la présence d'une problématique plus grave, faites-le. Essayez pas de vous faire rassurer par votre courtier. Puis les courtiers, jamais ne minimisez ou tentez de tempérer des avertissements ou des recommandations qui sont faits par un inspecteur. C'est vraiment important. Prenez votre temps dans une transaction immobilière. L'investisseur immobilier qui prend son temps, le temps, il est de votre côté. Oui, on a des délais de rigueur à respecter, mais aussitôt qu'il y a un problème comme ça, souvent, on a le délai là, de rectifier ça. Fait qu'on fait une modification promesse d'achat. Je vais avoir un ingénieur, je vais avoir un spécialiste en structure, un spécialiste en fondation, André Français, pour être certain de savoir combien ça va vous coûter.
Puis des fois, ben, c'est juste le vendeur va dire OK, parfait, je vais le payer, je vais le faire. Exact. Fait que vous enlevez du problème. Un autre conseil qu'on a besoin de savoir, c'est quand on découvre le vice caché, c'est quoi la première chose à faire? Quand on est un acheteur, la première chose, à moins qu'on soit dans une situation d'urgence, puis en passant, là, l'urgence, là, c'est pas je vais perdre des loyers le mois prochain. Là. C'est une situation de perte immédiate ou de dépérissement immédiat de l'immeuble. De l'immeuble. Première chose, là, en matière de vice, là, qui n'est pas susceptible de causer la perte immédiate de l'immeuble, on fait rien, on prend une photo, on prend des photos, on dénonce à son vendeur la présence des problèmes. Des fois, il peut arriver des situations où on découvre les dommages, mais on ne connaît pas le vice. On voit par exemple des traces, on voit par exemple au niveau du plafond des bulles se faire dans le JPOC, mais on ne connaît pas la source. Dénoncez le plus rapidement possible. Faites affaire avec un expert. Dénoncer, c'est d'envoyer une mise en demeure ou un C'est pas une mise huissier, en là. demeure, c'est dénoncer le vice. La loi vous demande de dénoncer. Mais on le fait comment? Par écrit. Par écrit, Puis faites attention. huissier ou lettre enregistrée? En fait, là, Un courriel pour un courriel à son vendeur. Quelque chose qui un stresse courriel, un peu, là. en fait, un courriel par écrit. En fait, je vous dirais un courriel, sinon par courrier recommandé. Vous pouvez y aller par huissier. Mais ce qui est important, c'est de communiquer à son vendeur. Il ne faut pas voir son vendeur comme un adversaire parce que prenez pour acquis que 90% des dossiers se règlent à l'amiable et que seuls 10% des réclamations se règlent devant un juge. Fait que prenez pour acquis qu'il y a 90% de chances que votre vendeur soit un partenaire éventuel avec qui vous allez faire une transaction. c'est ça. Fait que ça, c'est la première chose, c'est que vous découvrez le vice, vous le dénoncez. Communiquez avec un expert immédiatement pour venir constater les vices puis venir faire un diagnostic des vices. En fait, ce qu'on va demander à l'expert, c'est que l'expert vienne nous dire quel est le vice, donc quel est le vice, mais quels sont les dommages causés par le vice. Parce que tantôt, je disais, le vice, c'est une chose, mais encore faut-il que le vice cause des dommages. Donc, que le vice entraîne un déficit d'usage. Fait que par la suite, demandez à l'expert de vous dresser les travaux correctifs strictement requis. Parce qu'il faut exclure tout travaux qui peut avoir pour effet d'améliorer l'immeuble. Okay. Et l'autre chose, déterminer la dépréciation applicable. Faites faire vos expertises. Une fois que vous avez votre rapport d'expertise, je parle de façon générale, là, évidemment, chaque cas est un cas d'espèce. Une fois que vous avez déterminé, une fois que vous avez une expertise qui vous dit c'est quoi les vices, c'est quoi les dommages causés par les vices, c'est quoi qu'il faut faire pour corriger les vices, puis c'est quoi la dépréciation applicable, allez chercher des estimations pour être capable de monétiser la valeur du vice. Fait que là, vous faites votre due diligence. Par la suite, mettez en demeure votre vendeur de corriger les vices et accordez-lui un délai raisonnable. Et communiquez-lui toute information que le vendeur pourrait vous demander. Prenez pour acquis que si je t'envoie une demande pour vice caché pour l'immeuble que tu m'as vendu, tu vas me dire, écoute Brian, pour que tu puisses analyser le bien fondé de ma réclamation, il faut que tu regardes mon rapport d'expertise. Il faut que tu regardes mon rapport d'inspection pré-achat pour voir si ce n'est pas une problématique qui était apparente. L'autre chose, c'est que tu vas vouloir venir faire ta propre contre-expertise. Exact. Fait qu'à Donc, partir faut lui de laisser là, le champ libre aussi, exactement. Puis, si on commence à ne pas collaborer avec lui... ou de donner le des juge délais sera trop pas serrés. Tu sais, par exemple, j'envoie des gens... Viens cet après-midi. Viens cet après-midi, ou des clients qui disent, là, Brian, là, je donne 3 jours, sinon on fait faire les travaux. Est-ce que tu es dans une situation de perte d'immeuble? Est-ce que l'immeuble va s'effondrer demain? Non. Malheureusement, il faut collaborer. Si un ingénieur qui dit que cet immeuble-là risque de tomber à tout moment, là, tu peux faire réparer. On peut faire les travaux C'est quand même correctifs assurance parce arrive, que... là, mais- Oui, absolument. Puis tu as l'obligation, comme acheteur, de minimiser tes dommages. Tu ne peux pas dire, ben écoute, il y a de l'eau qui s'effondre, il y a de l'eau Il y a de l'eau qui dans coule, le je sol, la laisse puis couler. Just too bad, mon vendeur est responsable. Je vais stopper l'infiltration d'eau. Puis là, après ça, je ne peux pas améliorer l'immeuble ou travailler à terminer ça. Il faut juste que je me protège. C'est ça. Fait une fois que tu as fait ça, c'est possible que le vendeur dénonce à son propre vendeur. Puis par la suite, c'est possible que les... Est-ce que je dois attendre après sa poursuite à lui? Chaque cas est un cas d'espèce. OK. Donc, c'est juste Mais ce qui est important, c'est de dénoncer. En fait, l'important, c'est de dénoncer puis de permettre à toutes les parties qui sont impliquées dans le dossier de pouvoir faire leur expertise, Parce que de pouvoir vérifier. Puis... Exact. Puis l'autre chose, c'est que c'est possible que moi, je t'envoie une réclamation, que toi, tu fasses une réclamation à ton assureur responsabilité, puis que ton assureur envoie un expert en sinistre. C'est possible. Puis c'est possible aussi que toi, tu te retournes contre
l'entrepreneur général qui t'a construit la maison, puis que l'entrepreneur général dénonce à son gars de structure, qui est son sous-traitant, qui a monté la structure qui est défaillante. Fait que ça peut aller loin. Ça peut aller loin. En fait, je vais être clair. Un recours pour vice caché, c'est pas le fun. c'est pas le fun, c'est long, ça coûte cher, mais ce qui est important, c'est que quand on est dans une situation de vice caché, il faut avoir l'heure juste. Là, quand je disais d'avoir l'heure juste, c'est pas juste de dire, c'est pas juste au fond, avoir l'heure juste, c'est savoir c'est quoi le problème, c'est quoi la valeur économique réelle du dossier, puis c'est de faire son due diligence. Parce que avant que je puisse dire, écoute, Jocelyn, pour qu'on soit capable de négocier, il faut que je sois capable de savoir c'est quoi mon problème, c'est quoi la dépréciation qui s'applique, puis c'est quoi qui est strictement requis. Fait qu'essentiellement, ce qui est important, puis je préconise, surtout pour les acheteurs qui sont dans une situation de vice caché, de collaborer avec leurs vendeurs, de communiquer toute information raisonnable, comme les rapports d'inspection pré-achat, puis de permettre à leurs vendeurs de venir sur place, parce que le vendeur, dans 90% du temps, peut faire partie de la solution. Exact. Donc, là, j'ai un petit peu la réponse, là, mais la chose la plus rapide qu'on doit faire, c'est on reçoit une réclamation en vice caché. Bien, essentiellement... Appeler notre avocat. En fait, dans les deux cas, d'appeler un avocat. Oui. Mais l'autre chose, aller constater sur place les vices, puis de retenir les services, puis de demander à son acheteur de nous fournir une copie de son rapport d'inspection pré-achat. Mais faites attention, en théorie, la loi impose à l'acheteur de dénoncer le vice. Techniquement, tu peux tomber sur un vendeur, la loi impose à l'acheteur de dénoncer le vice. Fait que techniquement, l'acheteur a juste l'obligation de te dénoncer le vice. Puis des fois, tu es le vendeur, tu représentes le vendeur, puis tu dis, tu écris à l'avocat ou encore à l'acheteur, tu dis, écoutez, pouvez-vous nous envoyer une copie de votre rapport d'inspection pré-achat, copie de vos expertises, copie de vos soumissions, puis on te répond non. C'est comme si je fais un claim à mon assureur, puis on me dit, Brian, vous faites une réclamation, tu peux-tu nous donner des informations? Non. Mais je vais faire le parallèle avec l'assurance auto. Tu sais, as un accident, puis tu dis à l'assurance auto, je te montre pas le véhicule. Non. Tu veux-tu nous dire qu'est-ce qui s'est passé? Non. Pas tes affaires, tu verras plus tard. Ouais. Fait que, tu te dis pas payer la facture. Ça marche pas. Fait que c'est ça. Fait que, essentiellement, quand on est vendeur, première chose, autant qu'un acheteur, communiquer avec un avocat compétent qui va pouvoir vous guider parce qu'il y a beaucoup d'étapes. Mais quand tu es vendeur, ce qui est important, c'est d'obtenir, un peu comme l'acheteur, de faire ton due diligence, mais de l'autre côté, de vérifier est-ce que le vice était caché ou apparent. Fait qu'on peut vérifier, il faut vérifier la DV, il faut la divulgation du vendeur, on va vérifier également le rapport d'inspection pré-achat. On va se poser la question, est-ce qu'il y a eu des discussions, des baisses de prix qui ont été discutées avant la vente? Puis par la suite, on va vouloir demander à un expert de se prononcer, c'est quoi le problème? C'est quoi les dommages causés par le vice, les travaux correctifs? Puis c'est quoi la dépréciation applicable? Tu sais, des fois, tu peux être dans une situation où moi, je peux dire, écoute, Jocelyn, tu m'as vendu une propriété de 1950, le drain est fini, ça me coûte 25 000 $. Oui, ça peut être un vice, mais le drain est vétuste, puis la vétusté n'est pas couverte par la garantie légale. Exact. Fait une fois que tu as fait ça, une fois que tu es vendeur, tu as une réclamation pour vice caché aussi, ça peut être aussi... je ne veux pas nécessairement dire qu'il faut le faire systématiquement, mais il peut y avoir des situations où il peut être pertinent de communiquer avec son assureur responsabilité civile. Parce que il peut y arriver des situations où le volet conséquentiel ou les volets, parce que quand je parle de volet conséquentiel, c'est que le principe en matière d'assurance, c'est que la cause n'est pas couverte, mais les dommages causés par la cause, eux, peuvent l'être. Les dommages graduels ne le sont pas. En fait, en matière d'assurance, on va être couvert uniquement le dommage immédiat et soudain causé par un événement. Fait qu'il peut y arriver des situations où est-ce que je t'envoie une réclamation pour vice caché, tu as des infiltrations d'eau continues qui sont causées par un drain français qui est défaillant et tu pourrais faire une réclamation à ton assureur responsabilité civile qui pourrait dire, écoute Jocelyn, nous on va assumer couverture pour la portion conséquentielle, donc tout ce qui est dégâts d'eau causés par le drain, on va assumer les dommages causés à la maison que tu as vendue à Brian, mais pas le drain lui-même. Je comprends bien. Avant de passer aux dernières questions des mordus, je vais vous donner nos prochains événements. Donc, on a la Fondation Marie-Ève Saunier le 12 novembre. Il reste quelques billets.
Alexandra va mettre le numéro ou rejoindre Lynn si vous voulez participer. On a 4 tables à la Fondation, 600 personnes d'invités. J'ai invité tous mes meilleurs collaborateurs à venir à cette soirée-là. Donc, vous allez pouvoir rencontrer les gens qui travaillent avec moi main dans la main là, pour faire fructifier mes investissements immobiliers. Donc, notaire, avocat, banquier, fiscaliste va être là. Ce qui est là aussi, prêteurs privés vont être là. Donc, super important, si vous voulez réseauter en même temps. Ce qui est le fun à cette fondation-là, c'est que durant le souper, c'est des tables de 10, puis il y a un 11e invité, c'est une personnalité. Donc, nous autres, on a François Lambert, on a Hugo Girard, on a Georges Larac, fait que il y en a un autre, je ne le dirai pas, je vais garder au moins une surprise. D'habitude, on ne le sait pas d'avance, fait que c'est des belles surprises. On a le prochain 5 à 7 des mordus, 14 novembre au Houston de Laval, donc on s'en va dans ton coin. Oui. Houston de Laval, 14 novembre, 5 à 7 des mordus, donc ça va être une belle soirée. Puis ensuite de ça, le 1er décembre, on va avoir la faculté des mordus qui revient. 1er décembre, j'ai ma formation, François sa formation, comment devenir prêteur privé, Ludwig, la prospection et Christian Pomerleau pour la première fois avec Alexandre Boisvert. Ils vont venir nous parler du financement commercial, multilogement, bridge de construction, donc tous les paramètres qu'on doit savoir. Je vais aller tout de suite avec Michael Trudel. On a parlé tantôt, là, mais c'est important de le mentionner. Quand une personne est décédée, est-ce la famille qui est responsable s'il y a jamais une demande? Donc, la succession va être responsable de l'immeuble. En fait, la succession va être responsable, mais en fait, quand tu décèdes, tes biens sont transférés à un patrimoine fictif qui s'appelle ta succession, qui est administré par un liquidateur, okay, qui a comme mandat de liquider ta succession, puis de distribuer les legs, les legs à tes légataires universels, tes legs à titre particulier. Fait que si, par exemple, je décède, tu es mon seul héritier, ben, le liquidateur de la succession va procéder à la liquidation de mes biens en faveur de mes héritiers, c'est-à-dire en faveur de toi. Si le processus de liquidation n'est pas terminé, essentiellement, ça va être la succession qui va être visée et la succession va être représentée par le liquidateur. Mais si, par exemple, le liquidateur a obtenu la décharge de sa fonction puis que ça fait des années que ma succession est liquidée puis que tu as hérité de 150 000 de moi puis que je me fais poursuivre, que ma succession, en fait, qu'on a un problème pour vice caché pour une maison que j'ai vendue 2 ans avant de mourir puis qu'on poursuit le vendeur, Brian, qui est mort pour 150 000, mais Brian est mort, la liquidation est fermée, la liquidation, en fait, la succession est fermée, elle a été liquidée. Fait que le seul héritier de Brian, c'est Jocelyn. Mais Jocelyn pourrait être tenu jusqu'à concurrence de l'héritage qu'il a reçu de Brian. C'est-à-dire que si je t'ai donné 150 000 $, techniquement, tu pourrais être poursuivi jusqu'à hauteur de 150 000 jusqu'à concurrence du montant que tu as reçu. Ça peut être un cadeau empoisonné, un héritage. Absolument, absolument. J'ai Martin Corriveau qui en a une popée. Si tu achètes d'une Inc. un immeuble et tu découvres un vice caché et la Inc. ferme, est-ce que tu peux emporter en cours, est-ce que tu peux poursuivre les actionnaires, le président, vice-président de la compagnie? Est-ce qu'ils ont le voile corporatif pour ça? Bien, premièrement, la garantie légale, le voile corporatif, ça, c'est des règles particulières par lesquelles on peut invoquer, on peut soulever le voile corporatif lorsque une personne va utiliser une personne morale de manière frauduleuse, puis c'est vraiment dans un contexte de fraude, puis c'est vraiment dans des cas spécifiques. Mais par exemple, une Inc. me vend une propriété, bien, c'est le vendeur essentiellement. Le vendeur, ça va être la Inc. Ça va être la compagnie. Donc, c'est la compagnie qui est débitrice de la garantie légale de qualité. Mais si un administrateur de la compagnie m'induit en erreur, ce serait possible, évidemment, chaque cas est un cas d'espèce, d'envisager peut-être la possibilité. Je te donne un exemple. Moi, je travaille pour une compagnie et la compagnie te vend une propriété et moi, je suis l'administrateur, un des administrateurs ou un des dirigeants de la compagnie et je t'induis en erreur. Donc, je commets et je t'induis volontairement en erreur. Je te dis carrément d'inventerie. Bien, tu pourrais, en plus de poursuivre la compagnie en vertu de la garantie légale de qualité, possiblement intenter un recours contre moi à titre d'administrateur ou de dirigeant en responsabilité extra-contractuelle. Mais là, dans un cas comme celui-là, tu dois démontrer une faute,
un dommage et un lien de causalité entre les deux. Mais le soulèvement du voile corporatif dans un contexte de réclamation pour vice caché, en principe, c'est pas quelque chose qui est... Je ne crois pas à ça, mais chaque cas est un cas d'espèce. Parfait. J'ai Jean-Pierre qui dit j'ai construit moi-même une maison que je viens tout juste de vendre. Ah, un autoconstructeur, ça c'est pertinent. Si l'acheteur découvre des vices cachés dans la demeure que j'ai construite, Bon. est-ce que je serais assujetti à une responsabilité particulière? Comment savoir si c'est vraiment un vice caché? Règle particulière pour autoconstructeur. De deux choses l'une. Un autoconstructeur va être assimilé à un fabricant. Puis un fabricant est présumé connaître le vice. Tu sais, tantôt, on disait, si je ne suis pas au courant du vice, est-ce que je suis tenu responsable du vice? La réponse, c'est oui. Mais si je suis au courant, je vais être aussi tenu, mais en plus, je vais être tenu des dommages et intérêts qui vont être soufferts par mon acheteur. Mais il y a des situations où la connaissance du vice va être présumée. C'est le cas pour un vendeur professionnel et c'est le cas pour un fabricant. Donc, un fabricant, en fait, ne peut s'exonérer puis dire, mettons, je suis autoconstructeur, dire je ne connaissais pas le vice parce que tu es présumé, en vertu de la loi, connaître le vice. Fait que quand tu es un autoconstructeur, tu n'es pas un simple vendeur, tu es présumé connaître le vice. Tu dois savoir c'est quoi les vices. En fait, même si tu ne le sais pas, même si tu es un constructeur du dimanche, puis que... Tu ne sais pas, tu es présumé de savoir parce ou que tu n'as pas les compétences, puis tu t'es lancé dans un projet qui... C'est à toi de penser mon Exactement, mais tu peux être tenu à titre de fabricant. Parfait. Et la jurisprudence des tribunaux est à l'effet que, à l'heure actuelle, l'état du droit est qu'un autoconstructeur occasionnel, même s'il ne possède pas des compétences très approfondies en matière de construction, peut quand même être considéré comme un fabricant au sens de la loi. Et ainsi, être considéré comme présumé connaître les vices. On a Sylvain ici. Qu'arrive-t-il dans le cas d'un flip s'il y a poursuite et qu'on ferme la compagnie? C'est un petit peu comme l'autre, mais mettons, là, je fais un flip, je ferme la compagnie, puis là, il y a poursuite plus tard, mais la compagnie est fermée. Bien, de deux choses l'une, il y a des règles particulières. Si on ferme la compagnie puis il y a une liquidation, évidemment, il y a des règles particulières au niveau de la responsabilité des actionnaires lorsqu'il y a une liquidation puis qu'il y a des créances qui existent au moment de la liquidation. Fait qu'il y a vraiment des règles particulières là, qui s'appliquent là, à ce niveau-là. OK. Puis, une fois l'entreprise est fermée pour la personne... Mais le principe, là, c'est qu'il y a des règles particulières qui existent au niveau du droit corporatif. Par laquelle, là, quand il y a une liquidation, évidemment, il peut y avoir une responsabilité des actionnaires jusqu'à concurrence des montants reçus dans le cadre d'une liquidation lorsque cette liquidation-là est faite et qu'il existe des créanciers impayés puis qu'il y a des montants qui sont encaissés par les actionnaires dans le cadre de la liquidation. Mais le principe, c'est qu'au niveau de la garantie légale de qualité, c'est le vendeur qui est débiteur en fait, ce que tu dois comprendre, c'est que c'est le vendeur qui est débiteur de la garantie légale de qualité. Si j'ai acheté une propriété ou que systématiquement j'achète des propriétés pour me soustraire à mes obligations puis liquider tout de suite, chaque cas est un cas d'espèce. Puis je ne suis... Évidemment, l'étude des dossiers en vertu de règles autres que la garantie légale de qualité contre des actionnaires ou des administrateurs qui ont liquidé une société nécessite une analyse particulière. Fait que ça serait en fait périlleux pour moi que de commencer à dire que c'est toujours comme ça. Chaque cas est un cas d'espèce, puis une analyse spécifique doit être faite. Là, on doit tout divulguer, puis être de bonne foi. Absolument. Ça va aider. Parfait. Tu peux pas te réfugier derrière... En fait, tu peux pas te réfugier derrière une compagnie pour dire n'importe quoi puis induire ton acheteur en erreur. Puis tu ne peux pas te cacher ou tu peux pas te servir de l'exclusion de garantie légale comme permis pour mentir puis induire ton acheteur en erreur. Donc, c'est important d'être de bonne foi. Si vous découvrez un vice caché, même si vous avez une perte à faire, vous êtes mieux de la faire. Absolument. Pour garder votre intégrité. En fait, peut éviter éventuellement des recours. Oui. José nous dit, si j'ai un vice apparent, mais mon vendeur m'a induit en erreur. Donc, il y a un vice apparent, puis le vendeur il dit, non, c'est bon ça, inquiète-toi pas, on a fait ça. Est-ce que ça peut être considéré comme un vice caché par les mauvaises paroles? C'est une excellente question. Il arrive dans certains cas qu'un vice apparent peut être considéré comme juridiquement caché. Souvent, on va entendre la règle que le dol du vendeur peut avoir pour effet de rendre
un vice apparent juridiquement caché. Sauf que chaque cas est un cas d'espèce parce que les fausses représentations d'un vendeur n'ont pas pour effet de soustraire l'acheteur de son obligation d'agir en acheteur prudent et diligent. La loi impose à l'acheteur, dans un contexte de vente, d'agir en acheteur prudent et diligent, de se questionner, de poser des questions. Fait que, essentiellement, il peut y arriver des situations où est-ce qu'un vendeur peut induire son acheteur en erreur, même de bonne foi. Ouais. Et oui, il y a des situations où que des représentations fausses ou erronées, faites de bonne ou même faites de mauvaise foi ou même de bonne foi, peuvent faire en sorte que le vice apparent peut être considéré comme juridiquement caché. Mais encore là, chaque cas est un cas d'espèce. Beaucoup de cas par cas. Ben, je te donne un exemple. Jocelyn, tu es un investisseur expérimenté, tu es un investisseur sophistiqué en immobilier. Puis on peut pas dire, c'est pas un néophyte en matière immobilière, tu es un expert, tu es une sommité dans le domaine de l'immobilier multirésidentiel au Québec. Je vais sortir, la tête ne me passera pas dans le cadre. Mais si, par Continue, exemple, j'aime ça. si je t'induis, si on fait une visite, puis je te dis, écoute, j'ai un problème, tu vois des signes qui semblent être des traces d'humidité à 4 pieds au niveau du sous-sol, puis je te donne des explications qui sont invraisemblables avec ton niveau de connaissance. Tu ne devrais pas croire, puis mes fausses représentations, tu ne peux pas te réfugier derrière mes fausses représentations ou une DV erronée pour te soustraire à ton obligation d'agir en acheteur prudent et diligent. Si je suis un néophyte, Si je suis un néophyte, la question... le vendeur sait très bien que j'ai jamais acheté d'immeuble, puis qu'il me raconte n'importe quoi. En fait, l'obligation d'agir en acheteur prudent et diligent, l'intensité de cette obligation-là va dépendre du type de l'immeuble en cause, de ses caractéristiques au moment de la vente, des compétences de l'acheteur. Fait qu'évidemment, le juge va se poser la question, comment aurait agi un Jocelyn Grégoire placé dans les mêmes circonstances et ayant les mêmes compétences face à des représentations telles que celles qui lui ont été faites devant une problématique X. C'est ça que le juge va se poser comme question. C'est comment un Jocelyn Grégoire devait-il réagir par rapport aux signes qu'il voyait, eu égard aux explications qui lui ont été fournies. Tu sais, des fois, il peut arriver des situations où un vice peut être apparent. On a un vendeur qui te ment long comme le bras en disant « il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème », mais tu as un rapport d'inspection pré-achat qui vient dire « écoute, les planchers ne sont pas de niveau, tu vois que les planchers ne sont pas de niveau, appelle un ingénieur en structure. » Fait que c'est vraiment du cas par cas. Puis j'aime beaucoup dire ça, c'est du cas par cas. Super. Je pense C'est drôle, hein? C'est juste une chose, c'est que un vice A, dans une situation X, peut être un vice caché, puis un vice A, dans une situation Y, peut être un vice apparent. Fait que c'est vraiment une question de cas par cas. Puis je le dis souvent dans mes conférences, quand je donne des conférences, surtout aux avocats, c'est le pire danger, c'est comme les pilotes d'avion, plus tu es habitué, plus tu as confiance, plus le risque d'erreur est grand. Puis je dis toujours la même chose, puis je vais finir là-dessus, c'est d'apparence simple, les règles en matière de recours pour vice caché recèlent de nombreux pièges vers lesquels des automatismes peuvent mener. Puis ça s'applique pas juste aux profanes, mais même également aux juristes. Je pense que c'est la meilleure question de la soirée, celle d'Alexandra. Moi, en tout cas, ça suscite beaucoup d'interrogations dans ma tête. Est-ce qu'il peut y avoir un vice caché sur un terrain? Absolument. Absolument. Il faut... Donne-moi 2-3 exemples qu'on puisse se méfier de ça si on achète un terrain. Contamination. Ouais. Contamination par hydrocarbures. Une situation où... Du remblai. Du remblai. En fait, une situation de remblai. Une situation, par exemple, où du remblai de construction affecte la capacité portante du terrain. Situation de contamination par hydrocarbures. Fait que tu peux acheter un terrain qui est affecté, en fait, d'une problématique de contamination qui empêche à toute fin pratique son refinancement. Quelqu'un qui me cacherait que c'est dans une zone inondable? Mais la question à se poser, c'est est-ce qu'il était de notoriété publique que le terrain était dans une zone inondable? Tu sais, c'est ça la question. Parce qu'il faut vérifier cet élément-là. Si, par exemple, tu achètes, si j'achète, par exemple, sur le bord d'une rivière à Laval... Des fortes chances que ça puisse lever un peu.
Parfait. Donc, il faut se méfier quand même au niveau. Maître Lane, je pense qu'on a vraiment eu du contenu. Ça va dormir de bonne heure à soir chez les mordus. Je ne veux pas dire c'est lourd, mais c'est beaucoup de matière à supporter. Hein? Donc, moi, je suis pas un spécialiste là-dedans. Je suis content de vous avoir à mes côtés. Les mordus, j'espère, je vais pouvoir vous voir ce lundi à la Fondation Marie-Ève Saunier. Le 14 au prochain 5 à 7. Maître Lane, vous allez être là. Absolument. Et je vais venir répondre à toutes vos questions. Son bureau est pas loin de là. Donc, si jamais vous avez encore des questions, on n'a pas eu le temps d'y répondre, venez nous voir directement au 5 à 7 du Houston de Laval. La Faculté des Mordus, le 1er décembre. N'oubliez pas, ma mission, aider le plus grand nombre de gens possible à se libérer financièrement grâce à l'investissement immobilier. Et comment vous pouvez m'aider à le faire? Bien, en partageant, en taguant des amis, puis en parlant des mordus. Donc, je vais vous être éternellement reconnaissant de ça. Puis, pour terminer, j'irai avec une petite citation. L'avenir appartient aux lève-tôt. Je l'aime celle-là. Donc, bonne soirée les mordus.